Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine c'est une vidéo un petit peu moins glauque que celle de la semaine dernière. Mais bon, je suis sûre qu'elle va vous plaire tout autant. Alors on est parti tout de suite. Le jeudi 25 octobre 2012, aux alentours de 17 h, dans le quartier de l'Upper West Side, Yoselyn Ortega, une nourrice d'une cinquantaine d'années, frappe à coups de couteau de cuisine Lucia, 6 ans, et Léo, 2 ans, dans la salle de bain. Elle s'était assurée au préalable auprès du portier de l'immeuble que les parents des 2 enfants n'étaient pas encore rentrés. Le père Kevin Krim est en voyage et la mère Marina Krim était partie avec son 3e enfant Nessie chercher Lucia au cours de danse. Elle devait donc rejoindre la nourrice Lucia et Léo au cours de danse. Cependant, lorsqu'elle arrive sur place, la nourrice et Lucia n'y sont pas. Elle envoie un message à la nourrice, message qui restera sans réponse, donc elle décide de rentrer chez elle. L'appartement étant plongé dans le noir, elle ne cherche pas plus et descend pour voir le portier et lui demander s'il a vu la nourrice. Étant donné que ce dernier n'a vu personne, elle se dit qu'elles doivent être dans l'appartement, donc elle décide de remonter, d'allumer l'appartement et de regarder si elles y sont. Elle remonte avec Nessie et aperçoit de la lumière dans la salle de bain. Lorsqu'elle arrive dans la salle de bain, elle découvre avec horreur les corps de ses 2 enfants entassés dans une baignoire maculée de sang. La nourrice Ortega, qui s'est tranché les poignets, est en train de s'enfoncer un couteau dans la gorge. Mais qui est cette nourrice ? Alors en réalité, je n'ai pas vraiment trouvé d'informations concernant Ortega, si ce n'est que c'est une immigrée d'origine dominicaine. Plus tard, on apprend que cette femme est très instable psychologiquement et qu'en 2008, elle avait déjà fait une crise de démence alors qu'elle était en République dominicaine. 4 ans plus tard, en 2012, elle aurait forcé son fils à se cacher avec elle sous un lit dès lors qu'elle entendait un chien aboyer. En 2010, 2 ans avant le drame, Marina et Kevin Krim embauchent Yoselyn Ortega pour qu'elle garde les enfants, mais aussi pour qu'elle épaule la mère de famille. L'Upper West Side, c'est un quartier très chic et donc c'est une pratique assez courante qu'ont les couples aisés d'embaucher une nounou pour garder les enfants, mais aussi pour aider les femmes au foyer. Ortega dispose de bonnes références, les Krim l'embauchent pour 18 $ de l'heure, soit 500 $ la semaine. Selon une voisine interrogée par le New York Times, embaucher une nanny est un acte de confiance finale puisqu'elles sont là pour les repas des enfants, les couchers, les anniversaires et même des fois pour les vacances. Dès la première semaine, Ortega se montre aussi bien irréprochable qu'indispensable. Elle n'est jamais en retard, elle respecte les demandes de sa patronne, elle ne demande jamais rien ni même une augmentation. En plus de ça, Marina Krim est très heureuse puisqu'elle communique avec elle en espagnol et pour ses enfants, elle trouve que c'est une bonne chose, comme ça ils découvrent une nouvelle culture et ils sont un petit peu plus ouverts. À première vue, la famille Krim s'entend très bien avec Ortega, ils la surnomment même Yossi et la mère Marina tient un blog sur lequel elle raconte le quotidien de ses enfants Lucia, Nessie et Léo et on apprend même qu'à un moment donné, ils sont allés en vacances en République dominicaine et qu'ils sont passés voir la famille d'Ortega. Sur son blog, elle raconte tout en détail et elle poste même des photos de la relation intime qui lie Ortega à la famille. Parmi les indices qui prouvent qu'Ortega et la famille s'entendent bien, il y a des cadeaux, puisque les Krim lui avaient offert une veste Ann Taylor. Ils lui ont également déjà payé au moins 2 fois des billets aller-retour pour qu'elle puisse aller voir sa famille en urgence en République dominicaine. Quelques jours après les crimes, une des amies d'Ortega, Maria Lajaja, explique même que cette dernière lui aurait confié qu'elle aimait bien travailler pour eux, qu'elle était bien traitée et bien payée. Elle les a vraiment aimés, elle a aimé les enfants, elle les emmenait au parc et elle a dit que la mère était vraiment une bonne personne. Mais son portrait se noircit au fur et à mesure. En 2012, Ortega commence à avoir de sérieux problèmes financiers. Pour commencer, la personne à qui elle sous-louait un logement dans le Bronx a décidé de la mettre à la porte, elle et son fils de 17 ans,
Par conséquent, elle a dû aller habiter chez sa sœur qui était chauffeuse de taxi, qui avait une fille et qui habitait dans un immeuble de 6 étages dans l'Upper Manhattan. Ce qui explique qu'elle a du mal à s'en sortir financièrement, tout simplement, elle a des dettes. Mais elle doit aussi payer l'école privée de son fils, donc elle ne s'en sort plus. Sur son temps libre, elle vend des cosmétiques ainsi que des bijoux bon marché et afin d'arrondir les fins de mois, elle cuisine des plats de riz et à base de poulet pour certaines fêtes. La situation semble s'aggraver de plus en plus et des témoignages la décrivent comme une femme maigre, anxieuse et inquiète. Les autres nourrices de l'immeuble des crimes la décrivent comme fatiguée et distante. En effet, dans ces quartiers, les nannies se côtoient, se connaissent, organisent des sorties communes dans des parcs par exemple, sauf qu'Ortega n'est pas de la partie, elle reste chez elle, elle se renferme sur elle-même et, socialement parlant, elle est complètement distante. De son côté, les crimes tentent de lui proposer des heures supplémentaires pour qu'elle puisse gagner un petit peu plus d'argent, ce qui l'humilie encore plus, et ils vont même jusqu'à lui proposer d'embaucher son fils pour pouvoir promener Babar, qui est leur lévrier. Ils sont même allés jusqu'à la recommander à des amis à eux pour qu'elle puisse garder leurs enfants, car pendant 1 mois, ils étaient en déplacement en famille et donc elle se retrouvait sans boulot. Selon Marina Krim, son époux disait « Faisons en sorte qu'elle soit heureuse, qu'elle veuille continuer à travailler pour nous ». Lors de son procès en 2017, soit 5 ans après les faits, 2 thèses s'affrontent. D'un côté, l'avocate générale soutient que Yoselin Ortega a tué les enfants parce qu'elle estimait que les crimes la traitaient mal, jalousant leur richesse, désespérée par ses propres difficultés financières. Et de l'autre côté, les avocats de l'accusé, menés par Madame Valérie Van Leer Greenberg, veulent faire reconnaître son aliénation mentale pour obtenir l'irresponsabilité pénale. Selon l'avocate, celle-ci souffre d'une maladie mentale chronique qui n'a pas été traitée dans son pays, et ce, depuis son enfance. Ce qui lui vaut d'entendre des voix et qui l'aurait poussée à commettre ces crimes. Dès la première audience, l'avocate générale a prévenu les jurés. Vous vous demanderez pourquoi. Malheureusement, vous n'aurez peut-être jamais de réponse satisfaisante à cette question. Depuis le début de son procès, Ortega ne montre aucune expression. Elle secoue de temps en temps la tête, elle regarde ses mains, ses genoux. Enfin bref, elle ne scie pas, même quand la mère des enfants la traite de diable. Et même quand le père pleure lorsqu'il raconte qu'il a vu ses enfants à la morgue, qu'ils étaient bleutés car vidés de sang, Ortega ne bouge pas. Une seule fois seulement, Ortega a tourné la tête pour pleurer et c'est lorsque quelqu'un a évoqué les nombreux morts qu'il y avait eu dans sa famille. Au procès, l'un des ambulanciers décrit la pire scène de crime jamais vue avec le 11 septembre. Des témoins qui ont vu sortir la mère en courant de l'immeuble se souviennent d'un blood-curdling scream, un cri à glacer le sang. Au procès, Marina Krim évoque également que parfois Ortega avait un regard très noir et qu'elle sentait une sensation de malaise. Ne sachant pas trop pourquoi, des fois la nourrice était trop émotive ou trop froide. Dès son premier interrogatoire, la fragilité financière d'Ortega semble transparaître, elle admet avoir tué les enfants et exprime des regrets. Elle dira également qu'elle était en colère contre les parents et plus particulièrement contre la mère. Son aveu a été contesté par la défense et selon son avocate, Ortega était à ce moment-là intubée sous assistance respiratoire et fortement médicamentée. Ce qui explique qu'elle était incapable de témoigner sereinement. Sa version a par la suite évolué et 11 jours après, elle explique ne plus se souvenir des faits. Et elle repart en boucle sur l'aide financière que les crimes lui avaient proposée, donc avec les heures supplémentaires pour garder les enfants, en disant que Marina Krim l'avait humiliée publiquement. On apprend également que 3 jours avant les crimes, elle aurait été prise d'une crise de folie dans l'appartement de sa sœur et qu'elle aurait jeté des poêles et des casseroles à travers la cuisine. Elle a ensuite juré ne pas se souvenir de ce moment-là. Sa sœur, qui commence certainement à flipper un petit peu, l'a poussée ce même jour, donc le 22 octobre, à aller voir un psychologue. Au psychologue, elle confie ses difficultés financières, le fait qu'elle soit inquiète pour son fils. Cependant, le médecin ne voit aucun signe de folie. Selon lui, Madame Ortega n'était pas du tout déconnectée de la réalité et n'avait pas d'hallucination.
Il lui diagnostique cependant un trouble anxieux et une dépression chronique persistante. D'autres experts qui ont examiné Ortega durant les 5 années qui ont suivi les meurtres ont expliqué que cette dernière entendait des voix. Une psychiatre citée par la défense assure qu'Ortega avait montré des symptômes évidents de psychose dans les semaines et les mois qui ont suivi les meurtres. Selon elle, l'accusé a prétendu avoir eu des hallucinations, parlant d'être touché par le diable et de voir des géants se battre. Pour l'accusation qui cite elle aussi des psychiatres, il n'y a aucun doute quant à la responsabilité pénale d'Ortega. La preuve qui montre qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, c'est que le jour des meurtres, Ortega s'est débarrassé de son téléphone et avait pris le soin de laisser ses cartes d'identité et d'assurance à sa sœur. L'avocate générale dit « Elle mettait de l'ordre dans ses affaires. Quand elle est partie travailler, elle savait qu'elle ne rentrerait pas à la maison. Son plan était de tuer les enfants crimes et ensuite de se suicider. » En mai 2018, Ortega est condamnée à la prison à perpétuité pour les meurtres de Lucia, 6 ans, et de Léo, 2 ans. Selon le New York Times, en 2014, Ortega a rédigé une note disant « Je suis désolée pour ce que j'ai fait, soulagez-moi de ma misère ». Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si l'histoire vous a intéressé, il y a un livre qui s'appelle Chanson douce de Leila Slimani qui est inspiré de cette histoire. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande, il est sympa à lire, enfin sympa, c'est un bien grand mot. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.